vous avez tous compris à quoi je vous invite, donc à réfléchir au futur de l'espèce humaine, au futur possible de l'espèce humaine. Et pour ce faire, il faut s'interroger sur un certain nombre de technologies qui sont les technologies qui déjà aujourd'hui nous environnent et nous demander dans quel processus elles nous engagent. Alors la présentation de TED qui a précédé est une magnifique perche qui m'est tendue pour faire la transition, puisque schématiquement, je dirais que les technologies auxquelles je réfléchis sont des technologies qui vont dans deux directions. La première direction, c'est ce que j'appelle l'extériorisation dans la technique. Donc ce sont ces technologies robotiques principalement, auxquelles nous conférons des aptitudes qui sont les nôtres, auxquelles nous déléguons un certain nombre de choses. Et dans ce sens-là, je crois que Teddy était un magnifique exemple. Là, j'avais ça pris moi d'autres exemples. L'informatique, à laquelle nous déléguons une partie de nos aptitudes mémorielles. L'aspirateur, que nous n'avons pas encore tous chez nous, mais j'imagine qu'on en rêve un peu tous de cet aspirateur qui va dans les coins passer tout seul l'aspirateur. Le petit chien Aibo, qui lui n'est pas humain, mais qui quand même est si vous voulez, on ne rend pas la machine humaine, mais on la rend vivante. Et un robot peut-être un tout petit peu plus futuriste qui est capable de faire de l'art. Donc premier versant, les machines auxquelles nous déléguons une partie de nos aptitudes. Le deuxième versant, qui en est le complément inéluctable, ce sont ces mêmes machines que nous réintériorisons dans l'organisme, là avec un pacemaker et une rétine artificielle. Donc deux exemples thérapeutiques, mais je vais très vite vous montrer que le thérapeutique est l'arbre qui cache la forêt en la matière. Et je commence à me fatiguer d'avoir ce micro à la main et de me concentrer sur le fait que je ne peux pas bouger mon bras gauche. Je vais essayer de changer de main, comme ça je pourrais bouger un peu l'autre main. Donc, oui, ça va déjà beaucoup mieux. Donc, comment est-ce que j'interroge ces technologies? Moi, je suis anthropologue et je ne suis pas éthicienne. Donc, une manière d'interroger ces technologies, ça pourrait être de se demander, en termes de bien ou mal, quel est le bon usage, quel est le mauvais usage à en faire. Moi, ce n'est pas mon propos. Comme anthropologue, ce qui m'intéresse, c'est le système de valeurs qui préexiste à ces techniques. C'est non pas comment nous les utilisons au mieux, mais pourquoi, quelle est la finalité, dans quel but, au fond, notre société se sent investie d'une sorte de mission de développer des technologies toujours plus avancées. Pour ce faire, je dirais qu'un élément auquel on peut faire appel, c'est la notion de mythe fondateur. Le mythe fondateur, c'est une histoire que toute société se raconte pour justifier la présence de l'humain au monde et pour justifier surtout le mode d'action choisi à un moment donné, puisqu'on le justifie en fonction d'un passé auquel on se réfère. En l'occurrence, les théories paléontologiques ont, à mon sens, dans notre société, le rôle de mythe fondateur, en ce sens qu'elles posent la technique comme intrinsèquement liée à l'humain. Le silex, l'humain, les images du premier humain sont toujours associées à de la technologie et au-delà des controverses paléontologiques, il y a un accord pour dire qu'il n'y a pas d'humain sans technologie. Le résultat d'un tel mythe fondateur, c'est de nous amener à des schémas évolutionnistes du type de celui que vous voyez là, qui nous conduisent à penser notre présent et notre avenir comme inéluctablement liés à la technologie. Et pour reprendre la métaphore du jour vers les étoiles, à penser qu'on va décrocher la Lune grâce à la technologie. D'ailleurs, c'est bien grâce à la technologie qu'on est allé déjà sur la Lune. Alors, vous avez que ça arrête aussi celui-ci. Allô, allô, ici la Terre. Bien. Et parce que moi, je suis encore bien sur Terre, en fait. Donc cette manière de voir le monde, je trouve qu'elle s'illustre bien dans cette petite bande dessinée où on se rend compte que la technologie qui est primordiale pour nous, c'est la technologie qui nous maintient en réseau. Pour fonctionner en réseau dans le sens Internet, il faut un réseau électrique qui supporte tout ça. Et je trouve que ce dessin résume bien ça, parce que finalement, au feu, on s'en fout, tremblement de terre, on se débrouillera, on coule, c'est égal, c'est la fin du monde, rien à cirer. Par contre, une coupure de courant, là, c'est la catastrophe. Et moi, ça m'amène, comme anthropologue, à me demander si nous sommes encore capables, collectivement, de penser un projet de société dans lequel la technique ne soit pas le squelette
C'est toujours la Terre, oui. Donc, sommes-nous capables de penser un projet, une manière d'être ensemble dans lequel la technique ne soit pas centrale? Pour avancer dans cette réflexion, là donc je vous ai montré des technologies qui sont des technologies, que ce soit l'extériorisation ou l'intériorisation, c'est des technologies contemporaines qu'on connaît tous. Moi j'ai travaillé pendant quelques années dans un laboratoire en Angleterre dans lequel un savant s'est utilisé comme cobaye pour des recherches visant à dépasser la condition humaine. Son propos est de dire qu'il est né humain par accident et qu'il ambitionne de devenir un cyborg qui, dans son esprit, est le représentant d'une nouvelle espèce. Et pour ce faire, eh bien, il a toute une série d'expériences qui durent depuis 1998. Et je ne suis pas en train de souffler dans le micro, contrairement à ce que vous pourriez penser. Allô? Oui, je déteste la technologie, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Je l'utilise comme tout un chacun. J'ai un iPhone, mais je ne suis pas forcément très à l'aise. Et donc, ce chercheur qui s'appelle Kevin Warwick a, en 2002, fait une expérience dans laquelle il s'est fait greffer une puce informatique implantée dans le nerf médian de son avant-bras, informatique qui lui permettait de contrôler à distance son environnement technologique. En particulier, il a fait une expérience avec une main robotique et clairement, je vais vous passer les détails de l'expérience, mais simplement, il pouvait, via l'implant qu'il avait dans son nerf médian, manipuler par la pensée la main robotique qui se trouve devant lui. Alors clairement, on voit les aspects thérapeutiques qui vont avec ce type d'expérience, parce qu'on imagine tout de suite, et ça a été repris par la suite, avec des technologies un peu différentes, on imagine bien que c'est confortable, si on est amputé d'un bras, de pouvoir avoir un bras robotique qu'on puisse manipuler par la pensée. Mais pour lui, encore une fois, le but est ailleurs. Et ce qui m'intéresse ici, c'est une autre partie de cette même expérience où il est parti aux États-Unis, il a laissé la main robotique en Angleterre où se trouve son laboratoire, et il a manipulé à distance cette main robotique en faisant transiter ses impulsions nerveuses par Internet. Et c'est en ce sens-là, je pense que ces recherches montrent une tendance prise par notre société. C'est-à-dire qu'entre vous et moi, qui pestons parce que Internet n'est pas assez rapide et que la connexion pourrait se faire un peu mieux, et lui qui à un moment littéralement fusionne son système nerveux avec le système informatique, le système Internet, je pense qu'il n'y a qu'une question de degré. Et qu'entre le pacemaker et la rétine artificielle que je vous ai montré tout à l'heure et des pratiques comme celle-là, finalement, il n'y a qu'un tout petit pas de plus qu'il a allègrement franchi, mais qui devrait nous amener à nous interroger sur nos pratiques actuelles. Puisque nous aussi, on peut imaginer que le pas suivant, ça sera aussi de fusionner directement avec Internet. Il y a une autre expérience dont je n'avais pas forcément prévu de vous parler, mais qui, l'actualité me fait vous en parler quand même. En 1998, il a été le premier à se faire greffer un implant sous-cutané à but de contrôle de ses déplacements. Et donc vous avez probablement à peu près tous entendu hier que l'idée a été lancée de réformer un peu notre système pénal en greffant un implant GPS aux délinquants récidivistes après leur peine privative de liberté. Et ça a été lancé comme une idée révolutionnaire. Et moi, je dois dire que ce qui m'étonne, c'est que personne n'ait eu cette idée avant. Non pas, je ne me prononce pas quant à savoir si elle est bonne ou mauvaise, mais par contre, ce qui est certain, c'est que, en 1998, il a fait cette expérience. Tout de suite après, une entreprise américaine a commercialisé un implant qui sert de contrôle. Et donc, ça fait 15 ans que ces implants existent déjà. Et ce qui me donne un argument de plus, disons, pour vous dire que dans son laboratoire, il expérimente des choses qui, quelques années après, deviennent des choses qui deviennent banales. Donc, la fusion du système nerveux avec Internet, me semble-t-il, devrait être prise au sérieux. Ensuite, deuxième volet de l'expérience dont j'avais envie de vous parler, parce que c'est le corollaire immédiat. Donc l'expérience de la main robotique, c'est une expérience qui s'appelle Cyborg. Clairement, on est dans l'humain qu'on machinise un cran plus loin,
Avec ce petit Gordon que vous voyez là, c'est plutôt la machine qu'on humanise. Gordon, c'est un petit robot qui, quand on le voit comme ça, ne paye pas de mine, mais qui en réalité fonctionne avec un cerveau dans lequel ont été implantés des neurones. Alors, des neurones vivants. En 2008, l'expérience a été réalisée avec des neurones de rat, et en 2011, les neurones de rat ont été remplacés par des neurones humains. Et donc, les neurones ont été mis en culture avec des pièces informatiques, et il y a des connexions qui ont repoussé. Et donc, on a, avec les expériences Cyborg et les expériences Gordon, si vous voulez, le cran suivant de ce qu'on expérimente nous tous les jours. Alors, souvent, même si j'insiste sur le fait que c'est, à mon avis, dans une continuité par rapport à ce que nous expérimentons, souvent les gens disent non, mais finalement, c'est un fou dans un laboratoire tout seul, il n'est pas en train de nous engager comme société. Moi, je pense qu'au contraire, il est à prendre très au sérieux. Je pense que ce qu'il fait, c'est la pointe d'un iceberg, et que l'iceberg, ben, c'est notre société et les valeurs de notre société. Là, je voulais illustrer en quoi je pense que ça va tout à fait dans le sens des valeurs de notre société et comment c'est valorisé. Donc, l'expérience Cyborg de la main robotique date de 2002. La même année est sorti aux États-Unis un rapport de 500 pages qui émane du département du commerce et des hautes instances dans le domaine de la recherche, qui encourage vivement des recherches comme les siennes, en affirmant que des fonds vont être débloqués pour ce type de recherche, avec comme parti pris le fait que, je vous lis la citation, « Les performances de nombreux systèmes militaires sont limitées à cause de l'incapacité du corps humain à supporter de hauts niveaux de température, d'accélération, de vibration ou de pression, ou encore parce que les humains ont besoin de consommer de l'air, de l'eau et de la nourriture. » Donc, j'en reviens au point de départ. Est-ce que le micro ne fonctionne pas parce que c'est la technique qui ne fonctionne pas, ou est-ce que le micro ne fonctionnait pas parce que c'est moi qui dysfonctionne? Je dirais que donc les auteurs de ce rapport américain vous diraient clairement que dans le tandem qui est constitué par le micro et moi, le problème n'est pas le micro, le problème c'est moi. Et donc, il va falloir, le micro on ne peut plus l'améliorer, il est très bien comme ça, s'il faut qu'on améliore quelque chose, c'est moi. Ils ont d'autres citations dans lesquelles ils disent que, justement dans le tandem humain-technique, l'humain est le maillon faible. Donc ils ont vraiment des citations très fortes qui expriment une imperfection humaine contre laquelle la technologie et la science se doivent de faire quelque chose. Et donc là, on est aux États-Unis en 2002, donc en même temps qu'il a fait son expérience. Autre exemple de comment ce type de recherches sont vivement encouragées, un rapport anglais qui date celui-ci de 2010 et qui explore les pistes de croissance économique pour l'Angleterre pour les 10, 15 et 20 ans à venir. Et j'ai trouvé très frappant de voir que les développements prévus dans le domaine de l'informatique sont, on nous annonce qu'en 2020, donc 10 ans après la rédaction du rapport, on espère voir apparaître des ordinateurs manipulés par le biais de puces implantées dans le cerveau des utilisateurs, ce qui clairement correspond au de Kevin Warwick, puisque l'expérience de 2002 était une expérience... Je sais parler la technologie. Vous voyez, ça marche. Était une expérience qui pour lui est dans une gradation d'intimité toujours croissante avec la technologie. Là, il a pris le nerf médian de l'avant-bras, donc il était dans le système nerveux périphérique, mais à terme, son but est de mettre une puce directement dans le cerveau. Donc, cette partie-là, disons, du pronostic du gouvernement américain, c'est les expériences cyborg poussées à leur extrême. Et ensuite, on nous dit que pour 2025, donc à l'échelle de 15 ans par rapport au moment où le rapport est écrit, on nous promet des ordinateurs hybrides qui seront des mélanges de tissus vivants et de technologies. Et là, alors, on voit arriver Gordon qui va continuer à se développer. Donc vous voyez que des idées comme les siennes, elles sont poussées non seulement au niveau politique, mais au niveau économique, puisque ce type de rapports, clairement, ont un lien avec la croissance économique. Maintenant, ça m'amène à ma conclusion, qui est d'essayer de pousser la réflexion encore un cran plus loin. Parce que je vous ai montré un certain nombre de technologies qui sont les technologies qui nous entourent actuellement.
Ensuite, je vous dis, dans un laboratoire comme celui de Kevin Warwick, on fait des choses qui semblent peut-être encore extrêmes par rapport à nos habitudes quotidiennes, mais dont on voit bien qu'elles sont dans le prolongement exact d'un certain nombre de valeurs et que probablement qu'il est en train de nous montrer ce que nous aussi ferons dans quelques années. Et si on pousse cette logique encore plus loin, on arrive à des images comme celle-ci, Marcus Wright et Terminator, qui sont les deux personnages tirés de Terminator 4. Je ne sais pas si vous avez tous vu Terminator 4, mais je trouve que c'est deux figures extrêmement intéressantes parce que sur l'image de gauche, vous avez Marcus Wright qui est au début du film un être humain qui est condamné pour je ne sais plus quel délit et qui est utilisé comme cobaye par une entreprise qui fabrique des organes artificielles et des pièces de rechange pour les corps humains. Et donc petit à petit dans le film, à l'exception du cœur, on lui remplace tous ses organes et on lui remplace toutes ses pièces. Et donc à la fin, il ressemble à ça. Et juste encore, je vous rends attentif au fait que là, j'ai utilisé le terme d'humain machinisé en le prenant à la lettre, en vous donnant volontairement seulement des exemples de machinisation, vraiment au sens premier, où vraiment on a un humain et on a des pièces de machine, des pièces informatiques qui fusionnent avec lui. Mais que je pense que cette figure-là, elle est à prendre de manière beaucoup plus large. La génétique, par exemple, est aussi partie prenante, à mon avis, de ce processus de machinisation de l'humain. Donc Marcus Wright, je pense que tiré à l'extrême, c'est la résultante de tout ça, un humain dans lequel on aurait remplacé beaucoup de choses. Et à droite, on a Terminator, qui lui est un robot. Sur lequel on a mis de la peau artificielle qui est d'ailleurs à l'EPFL, il y a un laboratoire qui travaille à créer une peau artificielle de ce type-là. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est que pour finir, ces deux figures-là, elles deviennent complètement similaires. Quand on tire la logique jusqu'au bout, on se rend compte que peu importe que le point de départ ait été une machine, peu importe que le point de départ ait été un humain, ce à quoi vise notre société au final, c'est cette figure dans laquelle il y a une fusion totale, un brouillage des limites totales. Et moi, ma crainte, ça serait qu'un matin, en se levant, que ça soit ça qu'on voit dans le miroir, et qu'on se dise, je ne l'avais pas vu venir, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai cette tête-là aujourd'hui, est-ce que je suis encore un humain, est-ce que je suis devenue autre chose. Et je trouverais ça dommage, parce que alors peut-être que certains d'entre nous seraient très contents, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui seraient moins. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience du fait que les technologies que nous utilisons aujourd'hui, elles nous engagent déjà dans un processus qui nous amènera peut-être à ressembler à ça dans un futur peut-être pas trop lointain. Et la prochaine fois, j'aurai mon micro intégré, du coup.